Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le switch. Alors j'ai longtemps hésité à faire cette vidéo parce que, à mon sens, à mon avis, bien sûr vous pouvez ne pas être d'accord, mais le switch c'est pas une mécanique indispensable. Mais comme on le retrouve dans différents langages de programmation, donc C++, Java, écoutez, pourquoi pas le voir, une fois pour toutes, ça sera fait. Alors pourquoi autant de réticence à vous parler du switch? Eh bien parce que c'est un mécanisme, une instruction de contrôle qui va être utile que dans un cas très précis. C'est moi ce que j'appelle les questionnaires à choix multiples. Donc on a une proposition et derrière plusieurs choix qui sont déjà connus à l'avance. Le plus simple peut-être, c'est de voir ça en action sur un petit exemple et j'espère que tout va s'éclairer sur le switch. Alors, ici, on est déjà dans le simulateur. J'ai déjà placé la carte Arduino Uno ici et j'ai déjà fait un petit peu le ménage dans le code qui se trouve dans l'éditeur de code. Alors, n'hésitez pas à faire pause si vous voulez recopier le texte, ou sinon, n'oubliez pas que dans la description, je vous mets un lien, le lien de cet exemple si vous voulez retrouver le code en intégralité. Alors, le switch, comment ça marche? On a dit que on avait besoin d'une sorte de questionnaire à choix multiples. Donc, imaginons, on a question 1, qui est connue à l'avance, et 4 propositions, qui sont également connues à l'avance. Finalement, l'inconnu là-dedans, c'est que va choisir l'utilisateur, la personne qui répond au quiz. Ouais. Pour ça, on va créer une première variable qui s'appelle réponse. Ouais. OK. Et on va ensuite, ici, on va se placer dans le setup, bien sûr, pas dans le loop pour répéter 25 fois, une infinité de fois le switch. On va se placer dans le setup et donc le mot-clé switch, 2 parenthèses et 2 accolades. Donc ici, ces accolades qui délimitent le bloc du switch. Donc tout ce qui est ici, voilà, appartient au switch. Et ici, tout simplement, entre parenthèses, on va placer la variable qu'on veut étudier, qui va contenir la réponse à notre questionnaire. Et on va définir des cas. Si la personne a répondu 1, 2, 3 ou 4. Alors comment on procède? Quelle est la syntaxe? Eh bien tout simplement, on va utiliser le mot anglais case et le numéro 1 ici. Et ensuite, je vais utiliser le mot-clé break. Ici, ce qu'on a défini, c'est si jamais réponse vaut 1, on va exécuter l'instruction qu'on va mettre ici. Voilà, c'est juste ça, le switch. On va recopier ça, et de la même façon, si jamais la personne répond 2, on va tout simplement exécuter cette instruction, et pas celle-là. Ainsi de suite, pour chacun de nos 4 cas. Alors ici, je fais semblant de faire attention à l'indentation. Ici. Et on peut même, dans le switch, définir le cas où on n'a pas prévu que ça soit ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. Si jamais l'utilisateur répond autre chose, 6 par exemple, on a également la possibilité de traiter ce cas dans le scénario. Et en utilisant le mot-clé default. Alors, vous voyez que j'ai utilisé plusieurs fois l'instruction break. Alors, c'est une nouvelle instruction qu'on n'a pas vue et qui permet en fait de sortir du switch dès qu'on rencontre le break. Donc, si par exemple réponse vaut 1, on va commencer ici, K1, exécuter les instructions ici et venir jusqu'au break. Et on va immédiatement sortir du switch pour continuer la suite du programme. Donc break qu'on peut aussi utiliser dans les boucles for, while, do, while pour arrêter l'exécution de la boucle avant d'arriver
à l'instruction, la condition d'arrêt plutôt. Ouais. Si on ne met pas ce break, eh bien en fait tout simplement le microcontrôleur va, si on a réponse qui vaut 1, on va effectuer K1 et on va continuer jusqu'au K2. Ouais. Donc on continue, on est dans le switch tant qu'on n'a pas rencontré l'instruction break ou l'accolade de fin du switch. Donc voilà, ce qu'on oublie un petit peu quand on démarre la programmation, au niveau du switch, on oublie ce break. Donc une syntaxe un petit peu particulière, mais je pense assez logique. Hein. Donc ici, bien par exemple, on va pouvoir afficher un message, mais faire toute autre action. Hein, par exemple, réponse 1 choisie. Hop, comme ça. Et on va faire la même chose pour tous les autres cas. Bien sûr, je vais modifier le texte pour qu'il corresponde à la valeur de réponse. Ici, même default, si jamais je n'ai pas fait attention, j'ai autorisé l'utilisateur à rentrer une autre valeur que 1, 2, 3, 4, eh bien je peux venir dans default qui va contenir tous les autres cas possibles, et puis je vais changer mon texte et je vais mettre un petit message, veuillez entrer une valeur entre 1 et 4, par exemple. Ouais. Voilà, le switch, l'intérêt, c'est cette organisation des différents cas possibles. Tout simplement maintenant ici, eh bien, je vais comme si on avait posé la question à l'utilisateur et j'ai stocké sa réponse dans la variable réponse. Donc je vais choisir une valeur, par exemple 3. Donc j'enregistre la valeur 3 dans la variable réponse. Et maintenant, quand je vais accéder à mon switch, il y a un test automatique qui est fait. Est-ce que réponse vaut 1? Non. Est-ce que réponse vaut 2? Non. Est-ce que réponse vaut 3? Oui. Donc, je vais exécuter cette partie-là du switch. On va tout de suite le vérifier dans le simulateur. Hop, c'est parti. Ça s'initialise. Et vous voyez, comme par magie, que c'est réponse 3 qui apparaît et pas les autres réponses. Ça marche si je change. Maintenant, je mets réponse 1 ici. Donc, je peux le faire pour 2 et 4. Et même si je mets réponse 17, eh bien, je vais entrer dans le default et j'aurai le message correspondant. Veuillez entrer une valeur entre 1 et 4. Donc, voilà la syntaxe, l'utilisation du switch. Alors si on réfléchit un petit peu, eh bien, on pourrait faire exactement la même chose avec des tests if imbriqués. Voilà pourquoi ce n'est pas si indispensable le switch. Parce que si j'écris un test if comme ça, if réponse égale 1, alors hop, je reviens ici, petite accolade, eh bien je vais tout simplement copier mon texte et le remettre ici. Je vais même à l'avant rajouter if moins pour séparer les réponses du switch des réponses du if. Si réponse égale 1, eh bien je fais ça. Mais sinon, donc l'instruction else, if réponse égale 2, ouais, je vais effectuer. Alors, petit problème de souris, voilà, hop, ici, et il suffit de changer ça. Et je vais recopier ça encore pour 3 et 4. Hop, ici. Bien sûr, je change. Si réponse égale 3, eh bien, if réponse 3 choisie. Si réponse égale 4, if réponse 4 choisie. Voilà. Ces tests if imbriqués sont exactement, strictement identiques au switch qu'on a défini ici. On peut même traiter le cas du default en fait. Et il suffit de rajouter un else pour toutes les autres valeurs de réponse. Eh bien, je peux recopier mon petit texte ici et je vais même if moins pour séparer
les deux cas. Maintenant, si je reviens tout en haut et je mets réponse égale 1, eh bien, dans ma simulation, vous allez voir que je vais avoir les deux mécanismes, hein, le switch et les if. Dans le switch, j'ai réponse 1 choisie, et par les if, eh bien, j'ai réponse 1 choisie. Je peux mettre une autre valeur, je peux mettre 4 par exemple. Je relance la simulation, je l'arrête, et vous voyez que c'est strictement équivalent. Donc, l'intérêt qu'on peut trouver au switch, c'est cette organisation plus élégante des différents cas possibles, alors qu'ici, c'est plein de if, else, if, imbriqués. Est-ce que c'est plus ou moins lisible? Ça dépend du programmeur. Hein. Ça, c'est à la liberté de chacun. Alors, pour finir sur le switch, pour vous montrer un petit peu ce qui se passe, eh bien, si j'enlève le break, les deux breaks ici, et que je mets réponse égale 1, eh bien, vous allez voir que le programme va démarrer ici et exécuter toutes les instructions jusqu'à arriver à ce break. Et donc, ce qu'on va voir, eh bien, c'est réponse 1, 2, 3 choisie. Donc, effectivement, tout ça a été exécuté. Oui. Alors, l'intérêt du switch, c'est que effectivement, on pourrait en tirer parti et gérer simultanément plusieurs propositions. Donc, si j'efface ici, je peux changer mon texte et je peux mettre valeur entre 1 et 3. Ouais. Et si je reviens sur 1, eh bien, vous voyez que si je rentre 1, ici, j'ai bien mon texte qui s'affiche là. Mais, alors, couper la simulation. Et si je reviens ici, je mets 2, j'aurai exactement la même chose. Alors, quand je dis l'intérêt du switch, c'est faux parce qu'on peut faire exactement la même chose avec le test if. Il suffit d'enlever cette partie-là et dans mon test conditionnel, rajouter ma logique. Si réponse égale 1 ou si réponse égale 2 ou réponse égale 3, eh bien, je peux changer mon texte, valeur entre 1 et 3. Et vous allez voir que je vais avoir exactement la même chose que dans le switch. Hein? Donc le switch est là, valeur entre 1 et 3. Et mon if, valeur entre 1 et 3. Voilà pour le switch. Alors, dans quel cas ça va être utile, le switch? Donc tout ce qui est QCM, quiz, choses comme ça, une question, plusieurs réponses. On pourrait se demander maintenant au niveau de l'Arduino, à quoi ça peut nous servir? Alors, c'est une utilisation très spécifique. On pourrait imaginer par exemple, eh bien, tout ce qui est menu en fait. Ça peut être intéressant d'utiliser un switch. Comment on ferait? Eh bien, par exemple, dans les composants, on irait chercher, alors dans le kit Arduino, on irait chercher par exemple l'écran LCD. Voilà, et on irait utiliser donc des boutons pour naviguer en créant des menus, naviguer à travers ces menus, et chaque item du menu aurait un numéro. Et en fonction de ce numéro-là, on irait nourrir un switch et exécuter l'instruction correspondante. Par exemple ici, si l'utilisateur sélectionne l'item 4, eh bien on effectuerait l'action correspondante, redémarrer. Voilà une utilisation possible. On ne va pas le faire ici parce qu'on n'a pas vu encore comment utiliser l'affichage LCD. Mais dès qu'on fera cette vidéo sur l'affichage, sur les afficheurs, eh bien, on ne manquera pas de se rappeler des menus du switch. Alors quand même, pour vous montrer un exemple concret, là où on pourrait utiliser un switch, je vais utiliser une fois de plus le jeu de cartes, le jeu vidéo Hearthstone de Blizzard.
et on va s'intéresser à une carte en particulier. Alors cette carte, c'est le mécano-amplificateur. Donc c'est un serviteur qu'on va pouvoir placer de notre côté du plateau de jeu, qui possède 3 d'attaque, 2 points de vie, qui coûte 4 de mana. Je vais dire peu importe, on s'en fiche. Ici, ce qui nous intéresse, c'est son cri de guerre, c'est-à-dire le texte qu'il y a écrit en bas de la carte. Alors un cri de guerre, eh bien, c'est un effet qui dépend de la carte, qui va s'activer une fois au moment où on joue la carte. Alors ce cri de guerre, lisons-le. Donne à vos autres serviteurs Furie des vents, Provocation ou Bouclier divin au hasard. C'est-à-dire, lorsque je vais jouer la carte, pour chacun de mes serviteurs, eh bien, il va y avoir un tirage au sort qui s'effectue et chacun des serviteurs va obtenir soit Furie des vents, soit Provocation, soit Bouclier divin. Alors pourquoi je vous présente cette carte ? Eh bien parce que pour moi, ça me fait furieusement penser à un switch en fait, le mécanisme derrière cette carte, puisque on a 3 propositions qui sont connues à l'avance. C'est ces 3 propositions uniquement qui sont possibles. Alors peut-être pour que ça soit plus explicite, eh bien je vous propose de voir la carte en action pendant une petite partie. Alors voilà, j'ai déjà commencé à jouer, bien sûr. Donc on voit ici le terrain de jeu. Il y a 7 serviteurs au milieu, 3 de mon côté qui sont surlignés en vert. Alors des petites cartes qui n'ont rien de particulier. Hein. Ici, voilà, on a un petit limon et puis une petite recrue de la Mardinjan à droite. Et puis voilà, j'ai ma carte mécano-amplificateur. Donc qui va, pour chacun de mes serviteurs, donner soit Provocation, soit Bouclier divin, soit Furie des vents. Alors Furie des vents, c'est la possibilité d'attaquer 2 fois par tour au lieu d'un seul. Et puis la Provocation, c'est un système de défense. Vous voyez ici, je ne peux pas attaquer directement mon adversaire. Je dois d'abord attaquer les serviteurs adverses qui ont Provocation. Donc c'est un mécanisme de défense. Et puis Bouclier divin, c'est une petite protection qui annule les dégâts sur mes cartes. Alors allons-y, jouons le mécano. Et vous voyez ici, tac, petite animation, eh bien ma première créature, mon premier serviteur, lui, a reçu l'effet Furie des vents et il va pouvoir attaquer 2 fois au lieu d'une seule. Le limon au milieu, lui aussi a reçu Furie des vents. On peut attaquer 2 fois. Alors je vais le buffer, pour être sûr de avoir le trade avantageux. Et puis mon dernier serviteur, lui, a obtenu Provocation, donc de la défense. Je vais le laisser comme ça. Alors voyons sur une autre game ce qui se passe. J'ai 3 autres créatures complètement différentes. Et bien vous voyez que ces 3-là ont eu le Bouclier divin. Donc je rappelle, une petite protection qui fait que la première fois qu'il subit des dégâts, eh bien c'est annulé en fait. Alors ça détruit le Bouclier divin, mais vous voyez ici que mes serviteurs subissent 0 points de dégâts. Alors j'ai essayé de vous trouver une game où j'arrive à avoir les 3 effets différents en même temps. C'est pas évident. Vous voyez ici, j'ai eu Furie des vents, ici Bouclier divin et ici Furie des vents. Donc voilà, moi ça me fait vraiment penser à un switch, le mécano-amplificateur. Je ne sais pas si les développeurs du jeu s'en sont servis. Ça ne me paraîtrait pas aberrant, surtout que si un jour ils veulent modifier la carte, mécano-amplificateur, il suffit de rajouter un case dans le switch et tout est géré facilement. Alors pour finir, un viewer m'a suggéré de vous proposer à la fin de chaque vidéo un exercice pour mettre en application ce qu'on vient de voir dans la vidéo. Alors je trouve l'idée très bonne. Je ne sais pas si je le ferai à chaque fois parce que voilà, vous proposez un exercice plus une correction derrière, ça me demande encore un petit peu plus de travail. C'est pas un souci de travailler, mais pour l'instant j'ai pas beaucoup le temps. Donc ce qu'on va faire en tout cas pour cette vidéo, je vous propose un exercice de synthèse. C'est-à-dire on va revoir un petit peu les mécanismes qu'on a utilisés lors des dernières vidéos. Et exercice, tout simplement, c'est dans le simulateur d'Arduino de recréer cet effet mécano-amplificateur. Alors voyons tout de suite dans le simulateur ce qu'on attend. Je lance la simulation.
tac, et j'arrête ici. Alors vous voyez le texte, donc mécano-amplificateur, j'ai créé comme ça 4 serviteurs. Donc le premier, Gnome lépreux, lui, il a obtenu Furie des vents. Le deuxième, Char araignée, a obtenu Provocation. Isera a obtenu la Furie des vents. Et Sylvanas, Dame Sylvanas, a obtenu le bouclier divin. Ouais, donc c'est vraiment une simulation du mécano-amplificateur. Alors c'est du texte, bien sûr, hein, c'est pas aussi joli que dans le vrai jeu, mais voilà, on peut se faire une bonne idée. Si je relance ma simulation, eh bien vous voyez que c'est vraiment aléatoire parce que cette fois-ci, j'ai pas du tout eu le même résultat. Le gnome a eu Furie des vents, le char la provocation, Isera le bouclier divin et Sylvanas la provocation. Hein, et on peut continuer comme ça indéfiniment. Donc voilà, l'exercice que je vous propose, eh bien, c'est de d'écrire en tout cas un programme qui fait à peu près, hein, qui présente de la façon suivante la carte, l'effet mécano-amplificateur. Alors quand même, pour pas qu'on se disperse, je vous mettrai un lien dans la description avec une base, d'accord, pour démarrer le programme, notamment je définis les serviteurs, tout un tas de choses. Alors attention, il y a des choses que je mets et d'autres que je ne mets pas exprès, hein. C'est des petits pièges, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne, le programme fonctionne très bien. Donc, comme toute chose dans la vie, hein, il faut être un petit peu tenace, hein, même si vous n'y arrivez pas du premier coup. Ceux qui ont déjà l'habitude de programmer, bon, vont peut-être trouver ça un petit peu facile, et puis voilà, tant mieux pour eux. Et puis ceux qui ont un petit peu plus de difficultés, je vous promets que c'est un bon exercice qui revoit ce qu'on a vu, donc sur les tableaux, sur les boucles, sur le switch, sur l'affichage, l'utilisation du moniteur série. Donc vraiment un petit exercice de synthèse très sympa. Voilà, alors à suivre dans les prochaines vidéos, hein, on va attaquer vraiment nos dernières vidéos, en tout cas sur la partie programmation, et on va voir vraiment 2 choses essentielles aujourd'hui en programmation. Eh bien, ce sont les objets, hein, et les fonctions. Voilà, donc on va, comme d'habitude, faire des petites vidéos très simples pour exprimer le concept, et puis on verra en pratique ce qu'on peut faire sur Arduino. Alors je vous dis à très bientôt, bon exercice, ciao!